Vendredi 22 juillet, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. On jette un coup d'œil sur les titres de ce journal. Inédit, accord sur les exportations de céréales ukrainiennes signé entre l'Ukraine et la Russie à Istanbul. 20 millions de tonnes de blé sont bloquées dans les ports de la mer Noire. Libye, au moins 13 morts dans des combats entre milices à Tripoli. Nous reviendrons sur la situation inquiétante dans le pays. Au Mali, à Bamako, explosion et tirs dans la ville de Kati. Les forces armées maliennes repoussent une autre attaque terroriste dans une ville garnison à 15 km de Bamako. Maroc, le royaume traverse une crise économique suffocante avec une croissance qui ne dépasse pas 1%, de faibles réserves de change ou encore une baisse des investissements directs étrangers. Fait marquant du jour, donc l'Ukraine et la Russie ont signé avec la Turquie et l'ONU l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes en mer Noire. La scène s'est déroulée à Istanbul lors d'une cérémonie inédite. Cet accord permettra d'exporter les céréales ukrainiennes bloquées dans les ports de la mer Noire. On parle de 20 millions de tonnes de blé, soit 1% de la consommation mondiale. La signature a été effectuée en présence du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, du président turc Recep Tayyip Erdogan, ainsi que des ministres turcs et russes de la Défense et du ministre ukrainien des Infrastructures. Şimdi de Oleksandr Kubrakov, Birleşmiş Milletler adına Genel Sekreter Antonio Guterres. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'exprime au sujet de cet accord qui, selon lui, soulagerait les personnes les plus vulnérables au bord de la famine. On écoute. C'est un accord pour le monde. Il soulagera les pays en voie de développement qui sont au bord de la faillite et les personnes les plus vulnérables au bord de la famine. Et il aidera à stabiliser les prix de nourriture mondiale qui étaient déjà à un niveau record même avant le conflit. Un vrai cauchemar pour les pays en voie de développement. L'accord qu'on vient de signer ouvre la voie pour l'exportation de quantités importantes de nourriture commerciale de 3 ports clés ukrainiens, Odessa, Tchornomorsk et Youngé. Et ils en parlaient justement. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a été accueilli à Pretoria par son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Au menu des discussions, justement, l'impact du conflit en Ukraine sur l'exportation de blé en Afrique. J'ai eu également un entretien avec la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Madame Amina Mohamed, qui m'a dit que les choses avançaient. Et je suis heureux de constater que le président Poutine a décidé de signer cette proposition. J'ai indiqué d'ailleurs au président Zelensky que je souhaitais que l'approvisionnement se fasse en priorité vers le continent africain, en raison de la fragilité des économies et de la situation sociale dans beaucoup de pays. It has taken much too long, in my view. L'accord pour débloquer les céréales de l'Ukraine a pris beaucoup de temps, à mon avis, parce que ce conflit a mis un terme à l'importation ou à l'exportation de céréales, d'engrais et d'autres denrées alimentaires comme le blé vers diverses autres parties du monde, et nous sommes donc heureux que cet accord puisse en fin de compte devenir une réalité. This may indeed, in the end, become a reality. Et on va en parler ce soir avec Reda Younes Bouassida, docteur en économie, qui est en direct avec nous via Skype. Bonsoir.
Oui, bonsoir madame. Vous êtes également professeur des universités, on vient de l'entendre, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, ou encore les deux présidents africains, l'ivoirien Alassane Ouattara et le sud-africain Cyril Ramaphosa, qui ont exprimé leur soulagement après la signature de cet accord, donc trouvé ce vendredi en Turquie autour des céréales ukrainiennes. Mais avant la signature de cet accord, il y avait donc un blocage qui menaçait le monde et l'Afrique, en particulier d'une lourde crise alimentaire. Oui, effectivement, madame, cet accord ne fait que il va approvisionner le marché mondial qui manque justement de quantité en provenance de l'Ukraine. Et cet accord, notamment pour les pays en développement et pauvres, va avoir deux conséquences directes, à savoir, la première, c'est la stabilisation des prix au sein du marché mondial des céréales, bien sûr, après une nette augmentation, comme on l'a vu depuis le début du conflit. Déjà ce matin, à l'ouverture sur la bourse de Euronext, les cours étaient poussés à la baisse justement par la perspective d'un accord entre les Russes et les Ukrainiens en vue d'une reprise des exportations de blé. Et la deuxième conséquence directe, à mon avis, concerne l'arrêt des restrictions aux exportations qui se sont multipliées dans le monde, comme celle par exemple de l'Inde, de l'Indonésie ou de l'Argentine, afin de contenir l'envolée des prix et d'assurer la sécurité alimentaire de leur population. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cela va permettre de stopper, bien sûr, la spéculation vers la hausse des prix au niveau de la bourse, qui pénalise justement les pays défavorisés, et notamment les pays africains. Et comme on le sait, l'Ukraine et la Russie exportent pour près de 50 pays en développement, notamment ceux du Moyen-Orient et d'Afrique. Donc, cela va contenir en quelque sorte l'inflation au sein de ces pays qui concernent les produits alimentaires. Complètement, et ces deux pays qui pèsent à eux seuls 30% du commerce mondial de blé. Monsieur Bouassida, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ce conflit en Ukraine, l'heure est venue pour le continent africain, vous disiez à l'instant, de trouver des alternatives, et ça pour tout secteur confondu, et mettre un terme à cette dépendance? Ah oui, carrément, madame. D'ailleurs, aujourd'hui, il faut souligner quand même qu'il y a, d'ailleurs, la FAO, l'Organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, a sonné la sonnette d'alarme concernant l'insécurité alimentaire qui sévit en Afrique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a près de 20 millions de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire grave, notamment dans la Corne d'Afrique. Et 1 million de personnes ont besoin d'une aide urgente aujourd'hui pour ne pas mourir. Donc, à mon avis, les pays africains doivent travailler définitivement avec la FAO, la Banque mondiale ou même les pays en développement afin de développer justement des politiques qui rendent leur système agricole plus productif, plus efficace, plus résilient aussi. Et cela par la réalisation d'infrastructures lourdes, d'infrastructures de la chaîne de valeur mondiale, l'innovation, les nouvelles technologies en provenance des pays en développement, mais aussi, il ne faut pas oublier l'infrastructure numérique. Tout ça afin de développer un système agricole industrialisé à grande échelle, comme c'est le cas dans les pays développés. Et il ne faut pas oublier quelque chose qui est très important. Nous sommes face à un réchauffement climatique qui provoque de la sécheresse, notamment au sein des pays africains. Donc, les pays africains, notamment qui sont touchés par cette insécurité alimentaire, ils doivent penser à développer ou à promouvoir le développement de l'irrigation et de l'eau afin de développer leur secteur agricole. Merci Reda Younes Bouassida pour cet éclairage. Je le rappelle, vous êtes docteur en économie et professeur des universités. Vous étiez en direct avec nous. Autre secteur impacté par ce conflit en Ukraine, l'énergie. La menace russe sur un éventuel arrêt de livraison de gaz naturel fait craindre le pire. Chaque pays européen tente de trouver une alternative au gaz russe sans pour autant y parvenir. Et pour éviter le pire des scénarios, l'Allemagne compte injecter des milliards d'euros pour sauver son fleuron Uniper, prenant notamment 30% du capital de l'entreprise menacée de faillite par les baisses de livraison de gaz russe. Une mesure qui pourrait faire exploser la facture de gaz des consommateurs allemands, comme l'explique le chancelier allemand Olaf Scholz lors d'une conférence de presse. Das Unternehmen Uniper ist in große Schwierigkeiten geraten.
Uniper est une entreprise d'une importance capitale pour le développement économique de notre pays et pour l'approvisionnement en énergie des citoyens, mais aussi de nombreuses entreprises. Et selon la taille du foyer, cela aura un impact sur les citoyens. Il se peut que cela entraîne encore une fois des charges supplémentaires qui peuvent s'élever à 200 ou 300 € par an pour une famille de 4 personnes. Situation inquiétante en Libye où 13 personnes ont trouvé la mort la nuit dernière dans de violents affrontements meurtriers entre milices libyennes dans la capitale Tripoli. Et ces affrontements sont symptomatiques du chaos auquel la Libye est en proie depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 et dont elle ne parvient pas à s'extirper. Souhila Kilala. Ce vendredi matin, la capitale libyenne Tripoli a été une nouvelle fois le théâtre de violents affrontements armés. La localité As-Sab'a, à l'ouest de Tripoli, a connu de nouveaux accrochages entre les forces de la garde du Conseil présidentiel et le dispositif de dissuasion. Le bilan officiel fait état d'au moins 13 morts, dont un enfant et 30 blessés. Selon des sources locales, les affrontements se sont déclenchés après l'enlèvement d'un colonel appartenant au dispositif de dissuasion par des membres de la garde présidentielle. Une brigade affiliée au chef d'état-major de l'armée libyenne est intervenue pour mettre fin aux affrontements en tant que force neutre et a réussi à se déployer dans un certain nombre de localités de la capitale libyenne. Dans un communiqué rendu public ce matin, le Conseil présidentiel libyen a exigé un cessez-le-feu entre les parties au conflit et les a exhortés à regagner immédiatement leurs quartiers généraux. Le Conseil a déclaré que le procureur général et le procureur militaire, chacun selon ses compétences, ont ouvert une enquête approfondie sur les causes des affrontements. Le communiqué a appelé les ministres de l'Intérieur et de la Défense du gouvernement d'unité nationale à prendre les mesures nécessaires aptes à imposer le calme et la sécurité dans la capitale libyenne. Scène de violence toujours, mais cette fois-ci au Mali, où des explosions et des tirs ont été entendus dans la ville de Kati, près de la capitale Bamako. Les forces armées maliennes affirment avoir repoussé une autre attaque terroriste. Amin Touta. Le Mali, au cœur d'événements sanglants ces dernières 24 heures. Dans la ville de Kati, près de la capitale Bamako, les forces armées maliennes ont affirmé avoir repoussé une attaque terroriste à l'aube. Des témoins oculaires ont affirmé avoir entendu des explosions et des tirs nourris dans cette localité. L'armée malienne a déjà annoncé jeudi soir la mort de 3 soldats et 3 terroristes, tués au cœur d'une série d'attaques perpétrées dans le centre et l'ouest du pays. Dans un communiqué, l'armée a imputé les attaques de la matinée de jeudi à la Katiba Massina, affiliée au groupe terroriste Al-Qaïda. Le bilan des autorités de l'opération militaire ce vendredi fait état de 2 assaillants neutralisés alors que la situation est de retour à la normale. La ville de Kati, cible de ces attaques terroristes, abrite la principale base militaire du pays. D'autres attaques ont été enregistrées dans les localités de Kourou, Ségou, Bafou et Mopti, sans faire de victimes. Une situation sécuritaire devenue fragile dans certaines régions du Mali qui coïncide avec un mouvement diplomatique particulier dans le pays après que les autorités maliennes aient demandé à Olivier Salgado, porte-parole de la mission onusienne, la MINUSMA, de quitter le sol malien dans un délai de 72 heures. Une décision motivée et appuyée par le fait que le représentant des Nations Unies aurait rapporté des informations erronées, jugées inacceptables sur son compte officiel Twitter concernant le dossier des 49 militaires ivoiriens détenus toujours depuis plus d'une semaine à Bamako. Et puis cette autre attaque au Nigeria, cette fois dans la province de Katsina, au nord-ouest du pays. 17 personnes, dont 5 policiers, sont morts dans plusieurs attaques armées perpétrées par une bande criminelle. Les forêts du nord-ouest et du centre du Nigeria sont infestées de bandes criminelles connues localement sous le nom de bandits qui tuent ou enlèvent les habitants après avoir pillé et incendié leurs maisons. Crise économique et sociale au Maroc. Elle risque d'avoir de lourdes conséquences à court terme selon différents experts économiques marocains. À cela s'ajoute la répression et la détérioration des droits de l'homme. Une crise économique étouffante qui risque de ravager tout un système. La croissance ne dépasse pas 1% et les réserves de change peuvent couvrir une période de seulement 6 mois d'importation de biens et de services avec la baisse des investissements directs étrangers.
Et le Maroc, qui squatte d'ailleurs illégalement les terres sahraouies, spolie ses richesses et torture son peuple, continue de faire la sourde oreille aux différents appels des ONG internationales appelant le Makhzen à faciliter le processus d'autodétermination du peuple sahraoui. Le dernier en date, celui du Parti communiste sud-africain, qui a affirmé sa solidarité et son soutien à la lutte légitime du peuple du Sahara occidental pour sa liberté et son indépendance. Le Parti communiste, membre de l'alliance tripartite au pouvoir avec le Congrès national africain et le Congrès des syndicats sud-africains, a souligné dans sa déclaration qu'il s'engage solidairement avec les peuples du monde contre l'agression impérialiste et l'occupation étrangère. En Tunisie, les citoyens sont attendus lundi dans les urnes pour voter une nouvelle constitution. Alors que le pays traverse une crise économique et politique sans précédent, le taux d'abstention serait élevé pour ce référendum, alors que le président Kais Saïed tente de faire rupture avec l'ancien système. Les détails sur la situation avec Safouane Ben Sabri. Sous une chaleur caniculaire, les Tunisiens sont appelés aux urnes pour décider du destin politique de leur pays. La Tunisie est en passe de connaître un tournant. Un référendum pour une nouvelle constitution est prévu pour le 25 juillet. L'enjeu de ce rendez-vous électoral est majeur pour le pays. En proie à une crise politique aiguë, doublée d'une crise économique, la Tunisie a fait appel au FMI pour sortir de la période de trouble dont elle est victime. En outre, sur le plan politique, le président Kais Saïed a opté pour l'instauration d'un régime présidentiel fort par opposition au régime parlementaire précédent datant de la Constitution de 2014. Le taux de participation demeure la principale inconnue du référendum. De nombreux Tunisiens ont en effet décidé de bouder le scrutin, ne se reconnaissant pas dans le nouveau texte proposé par le président. Quand on marche à Tunis ou dans les villes de Tunisie, on ne sent pas vraiment qu'il y a ce référendum qui va changer l'histoire de la Tunisie. Et on ne sent pas une grande participation populaire, ni de l'élite, ni de la majorité de la population, dans l'écriture de cette constitution. Suspendu à l'issue du scrutin et à la décision du FMI d'accorder ou non un prêt à Tunis, les Tunisiens peinent à voir un avenir stable pour leur pays. Situation politique toujours instable en Guinée, avec cet appel à manifester d'une importante coalition de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile. Une manifestation pacifique prévue dans le Grand Conakry le 28 juillet et dans tout le pays le 4 août prochain pour dénoncer la politique du pouvoir en place, bravant ainsi l'interdiction des nouvelles autorités. Sécheresse au Kenya, le nord du pays n'a plus vu une goutte de pluie depuis 3 ans. Et dans ce désert de poussière, il ne reste plus que des baies sauvages à manger. La Corne de l'Afrique connaît sa pire sécheresse depuis 40 ans. Au moins 18 millions de personnes connaissent une situation de faim extrême, comme c'est le cas pour une mère de famille de Parapoul, Loka Métir, qui nourrit ses 5 enfants avec ses baies, même si elle sait que ça les rend malades. Nous sommes maintenant habitués à notre situation. Nous ne savons pas comment cultiver et tous nos animaux ont été tués par la sécheresse. Nous attendons juste de mourir de faim ici. Manger ces baies est le seul moyen que nous connaissons pour survivre. Cette fois, la sécheresse est terrible. Autrefois, les sécheresses étaient séparées par de nombreuses années. Dans le passé, les sécheresses arrivaient, plus d'animaux survivaient que ne mouraient. Et ceux qui survivaient se rétablissaient dès qu'ils pouvaient et nous fournissaient du lait et de la viande. Aujourd'hui, lorsqu'une sécheresse survient, elle peut durer 3 ans, jusqu'à ce que tous les pâturages soient asséchés. Lorsque le bétail meurt, les humains meurent, car notre vie dépend des animaux. Et au Cameroun, la situation énergétique se détériore, le carburant se fait rare, une pénurie impose un rationnement du gasoil et de l'essence. Le gouvernement se veut rassurant, des stocks importants de carburant seront distribués dans les principales villes du pays. Mohamed Wali Ben Chaban. À Yaoundé, des files d'automobilistes attendent impatiemment de faire le plein d'essence. En pleine crise, plusieurs stations ont déjà fermé.
pour celles encore fonctionnelles, ne peuvent pas satisfaire toute la demande. En plus d'être cher, le carburant se fait rare. Le nombre de litres est limité dans l'objectif d'approvisionner un grand nombre de particuliers. Les stations de service attendent toujours d'être ravitaillées pour soulager les citoyens et faire face à cette crise atroce. Cette pénurie de carburant au Cameroun a eu des effets immédiats sur le coût des transports. Si cette situation perdure, le taux d'inflation pourrait encore s'envoler vers les 4%. Pour juguler dans l'immédiat la pénurie, un approvisionnement de 62 500 mètres cubes de produits pétroliers ont été annoncés par les autorités. 88 000 mètres cubes de gasoil et 35 000 mètres cubes de super sont également attendus. L'État camerounais envisage de retirer les subventions sur le carburant afin de se conformer aux exigences du FMI. Cette subvention est évaluée à plus d'$1 milliard par an. Pour les experts, les impacts de la pénurie seront très bientôt visibles sur l'économie et il faudrait créer une nouvelle raffinerie afin de résoudre la situation actuelle. Et on reste au Cameroun justement où est attendu le président français Emmanuel Macron. Il y effectuera une visite du 25 au 28 juillet. Macron s'entretiendra avec son homologue, le président Paul Biya. Le Bénin et la Guinée-Bissau sont également au programme de la tournée d'après l'Elysée. Ce déplacement en Afrique, le premier depuis sa réélection le mois d'avril dernier, aura notamment pour thème la crise alimentaire provoquée par le conflit en Ukraine, les enjeux de production agricole et les questions sécuritaires. Et c'est en France, ce vendredi, que le président français Emmanuel Macron accueille son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi à l'Elysée pour un déjeuner de travail avant d'entamer des discussions où la crise ukrainienne et ses conséquences ont été passées en revue. Cette semaine, le chef de l'État égyptien se trouvait à Berlin pour participer au dialogue de Petersburg, une conférence internationale sur le climat organisée depuis 2010 par l'Allemagne. L'un des enjeux était l'organisation de la COP27 qui se tiendra en novembre à Sharm el-Cheikh en Égypte. Diplomatie au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite a notifié à l'Iran sa volonté de hisser le dialogue entre les deux pays au niveau politique. Ce pas survient en même temps que le réchauffement des réactions entre les Émirats arabes unis et Téhéran, ce qui augure d'un avancement du processus diplomatique dans la région du Golfe arabo-persique. Sofiane Baroudi. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Amir Abdullahian, a annoncé que l'Arabie saoudite avait notifié à l'Iran sa volonté de hisser le processus de dialogue entre les deux États du niveau sécuritaire vers le niveau politique. Le processus diplomatique offre des signes de progression au Moyen-Orient. Les 5 rounds de pourparlers qui ont eu lieu à Bagdad ont été jugés opérants par les deux parties et la médiation irakienne entre Riyad et Téhéran semble s'acheminer vers un dénouement positif. Le dialogue entre l'Arabie saoudite et l'Iran a été impulsé l'année dernière avec la facilitation du Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi. Il a jusqu'à ce jour concerné des pourparlers sécuritaires réunissant des responsables des deux parties. Cette séquence a succédé à 5 années de coupure des relations bilatérales dans un contexte de friction et de risque de confrontation qui a marqué le paysage politique dans le Golfe arabo-persique. Dans le sillage, le Koweït et les Émirats arabes unis ont exprimé qu'ils projetaient d'approfondir les relations avec Téhéran. L'ambassadeur koweïtien devrait arriver en Iran très prochainement. À ce propos, Abu Dhabi a pour sa part exprimé par la voix du conseiller du président émirati, Anwar Gergash, sa disposition à normaliser ses relations avec Téhéran dans la perspective de faire baisser les tensions dans la région. Le Qatar a pour sa part conduit les négociations pour la reprise d'un accord sur le nucléaire iranien. Le respect d'une trêve prolongée au Yémen est également un indice sérieux de la volonté d'apaisement marquant la situation actuelle. L'avancement du processus diplomatique va à contre-courant des annonces bellicistes qui ont accompagné la visite du président américain dernièrement et confirme l'ambition de stabilisation portée par les principaux acteurs géopolitiques de la région. Et c'est sur un ton plus détendu qu'on va parler d'Afghanistan, où le Bandé Amir retrouve des couleurs après le retour à la paix dans les sites de Bamiyan. Amira Beja nous y emmène. Nichée dans le centre de l'Afghanistan, au milieu du massif de Hindoukouch, la ville de Bamiyan a donné son nom à la province.
Dans un passé pas si loin, Bamiyan était la région touristique d'Afghanistan par excellence. Une région qui n'a pas été épargnée par la main féroce des talibans en 2001. En revanche, elle reprend son souffle aujourd'hui. Je n'arrivais pas à croire que les gens pouvaient venir ici comme ça, si librement et se détendre pendant des vacances sans être dérangés, que ce soit pour des questions de sécurité ou des questions sociales. Je ne pensais vraiment pas à ce genre de choses et je suis très détendue. Jamais venu ici. Nous voulions venir, mais pour des raisons de sécurité, nous ne pouvions pas. Maintenant, la sécurité est très bonne, donc nous sommes là. Des touristes afghans profitent de leurs vacances en faisant du pédalo sur le lac Bandi Amir, au milieu des montagnes où on retrouve des randonneurs qui visitent des grottes et contemplent des peintures rupestres. Cette ancienne halte sur la route de la soie reste toujours une oasis de paix pour ses habitants. Et aux États-Unis, dans l'affaire de l'assaut contre le Capitole, le président de la commission d'enquête parlementaire déclare que Donald Trump doit être tenu pour légalement responsable de l'attaque du 6 janvier 2021. Benny Thompson déclare également que l'ancien président républicain a essayé de détruire les institutions démocratiques. Pour lui, tous les responsables de l'attaque, y compris à la Maison-Blanche, devront répondre de leurs actes devant la justice. Il ne fait aucun doute que l'ancien président américain Donald Trump a ordonné à une foule qu'il savait lourdement armée, violente et enragée, de marcher vers le Capitole pour tenter d'empêcher le transfert pacifique du pouvoir. Il a pris pour cible son propre vice-président Mike Pence et des parlementaires réunis pour faire le travail du peuple des cibles. Ces faits n'ont pas été contestés. Il faut donc que des comptes soient rendus devant la loi et devant le peuple américain. Au Sri Lanka, le nouveau président nomme Dinesh Gunawardena au poste de Premier ministre. Il s'agit d'un allié politique du président sortant. La nomination a eu lieu quelques heures après l'évacuation de forces par l'armée et la police du site principal des protestations. Il a été occupé durant des mois par des manifestants en colère contre l'ancien président. Et on va parler sport à présent, direction Oran, au centre nautique du complexe sportif de la ville, Miloud Hetfi, pour rejoindre notre envoyé spécial Faisal Saleh. On va parler ensemble du 5e championnat arabe de natation. Bonsoir Faisal. Bonsoir Fatma. Alors 3e jour de compétition et l'Algérie qui s'adjuge une nouvelle médaille d'or. Deux médailles d'or pour l'instant pour l'Algérie après 6 finales disputées aujourd'hui. La concurrence entre l'Algérie et l'Égypte continue lors de ce 3e jour du championnat arabe de natation. On est arrivé à la 33e médaille. On a 2 médailles en or pour cette journée, 5 en argent et 2 bronzes, ce qui nous fait 9 médailles. 9 médailles aussi pour l'Égypte en cette journée, mais 4 en or. Les médailles algériens sont dans le 50 mètres nage libre. Oussama Sahnoun, il était juste fabuleux. Premier, une médaille d'or, 22 secondes et 45 centièmes. Et le de retour, Oussama Sahnoun, dans le 200 mètres de homme. Abdallah Arjoun, il a obtenu l'argent. Pour les femmes, Tebel Mariam a aussi obtenu de l'argent. Le bronze, il est revenu à cette épreuve à Zitouni Mariam. 200 mètres papillon, il faut parler de ce bijou. C'est un bijou. Jawed Sayoud, explosif. Il gagne la course. Une médaille d'or pour l'Algérie dans 200 mètres papillon. L'argent est revenu à Loudis Kheldrich qui a tenu sa promesse. Il a dit qu'il va remporter une médaille. Il a remporté une médaille d'argent. Pour Midoun Siam et Djihan Belchadli, le bronze. Djed Nisrin a obtenu dans le papillon aussi bronze. Dans le 1500 mètres, à ce moment-là, Torchiara est en train de jouer. Donc pour l'Algérie, les médailles, on répète, 33 médailles,
2 en or pour aujourd'hui, 5 en argent pour aujourd'hui et 2 bronzes, ce qui nous fait 9 médailles, la récolte d'Algérie pour cette journée. Le 1500 mètres, il est en train de se jouer et je pense que l'Égypte va rajouter encore une médaille d'or, donc qui lui fait encore, on va dire, 15 médailles d'or pour cette journée. Et justement, Faisal, qui domine le classement pour le moment ? Qui domine le classement? Certainement aujourd'hui c'est l'Égypte, parce que l'Égypte il a eu la différence aujourd'hui. Hier on était à 8 médailles d'or pour l'Algérie, 10 médailles pour l'Égypte. Mais aujourd'hui l'Algérie a obtenu que 2 médailles par Tahnoun et par Jawed, ça nous fait 10 médailles. L'Égypte qui était à 10 médailles aujourd'hui, elle a rajouté, on va dire, plus de médailles, elle a rajouté 4 médailles et je pense que dans le 1500 mètres, l'Égypte va remporter la 5e médaille d'or. Donc il y a 5 médailles en or, la différence entre les deux pays. Je pense que l'Algérie va se rattraper dans les 3 finales qui lui restent pour cette soirée. La concurrence est toujours rude, il nous reste 2 jours et tout est possible dans cette compétition. Mais il faut saluer le niveau des nageurs algériens, nageurs et nageuses algériennes qui sont en train de réaliser une des performances, on va dire, du niveau mondial. On a Oussama Sikoun qui est de retour, on a Jawed Salioud et surtout les nageuses algériennes qui s'améliorent et qui font des records, des nouveaux records. Merci Faisal Salah. Merci donc pour cette genèse de cette 3e journée de compétition. On reviendra vers vous pour plus d'actualités sur ce 5e championnat arabe de natation. Voilà, c'est sur ces mots de sport qu'on clôture ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez Leïla Gertal pour édition spéciale demain à 18h. Je vous retrouverai juste après à 19h pour le journal. Je vous souhaite une excellente soirée et un excellent vendredi sur A24 News.